Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va essayer d'apprécier les résultats financiers du premier semestre 2022 de L'Oréal. Donc, on a déjà fait une vidéo sur L'Oréal ici, je pense, c'était en début, au courant du... Donc, on va juste regarder L'Oréal ici. On a fait une vidéo sur L'Oréal à peu près vers quelle période? Il y a 6 mois. Donc, il y a 6 mois, nous étions, je pense, aux environs du mois de février par là. Donc, dans cette vidéo-là, on avait peut-être une valorisation aux alentours des 320 € l'action. Et attention, on a utilisé la valeur d'entreprise sur EBITDA. D'accord, c'est pas quelque chose que j'aime utiliser, mais parfois je m'en sers surtout pour les compagnies qui ne rapportent pas d'argent présentement, qui ne sont pas peut-être bénéficiaires. Donc je vais peut-être l'utiliser sur les entreprises comme Amazon, mais également sachez que la valeur d'entreprise sur EBITDA peut être un ratio qui sera impacté impacté positivement, donc qui sera... Voilà, il n'y a pas une moyenne en tant que telle. La moyenne, c'est 10 pour le marché. Mais il y a des entreprises qui ont, par exemple, la possibilité d'avoir des marges plus élevées, qui ont généralement des valeurs d'entreprise sur EBITDA qui ont un ratio plus élevé. Donc, c'est pour ça que je préfère généralement passer par le ratio... comment on appelle ça? Je préfère passer par le ratio du PER ici, d'accord? Comme ça me donne une idée parce que ça me fait toujours, je pense toujours en termes de rendement. Donc, si je prends un PER de 20, c'est un rendement de 5%, un PER de 25, c'est un rendement de 4%, un PER de 30, c'est un rendement de 3%. Donc, dépendamment de ça, ici, si j'investis sur une compagnie, par exemple, une compagnie pétrolière, je ne vais pas l'acheter avec un PER de 30, ça me fait un rendement de 3%. Je ne vais même pas l'acheter avec un PER de 20. Je vais peut-être essayer de réfléchir avec un PER de 6, un PER de 15 fois les bénéfices, donc soit un rendement de 6,67%. Une compagnie bancaire, ça sera peut-être avec un PER de 12 ou de 10, mais pas plus que ça. Même si on prend en considération maintenant la croissance, ça pourrait un tout petit peu varier, mais j'ai l'habitude de faire d'acheter une compagnie de croissance sans prendre en considération la croissance dans mon calcul. Comme ça, la croissance, vu qu'elle va tendre à ralentir, si moi j'arrive à l'acheter sans prendre en considération la croissance ici aujourd'hui à un prix assez correct, tout ce qui va venir dans le futur, croissance des revenus peut entraîner croissance des bénéfices nets plus élevée que la croissance des bénéfices. Par exemple, il y a des entreprises qui ont une croissance des revenus de 10% tout en ayant une croissance des bénéfices nets de 15%. Donc, leur marge augmente. Donc, vous allez par exemple le voir avec Google. Actuellement, Google, c'est 20 fois les bénéfices. Il ne prend pas en considération la croissance. OK? Sauf si vous pensez que la croissance de Google va s'arrêter ici aujourd'hui. Même si on prend une croissance de 5% en l'achetant au prix actuel, on espère au moins avoir 5%. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 5%. C'est comme ça qu'on pense. Donc, pour L'Oréal ici, on va faire beaucoup d'ajustements, ok? Parce que le prix ici, la dernière fois, je vous ai dit, c'est 160 € l'action, 200 à 160 € l'action, le bon prix d'achat. Selon moi, d'accord, parce qu'il faut se garder une marge de sécurité. Je n'achèterai pas du L'Oréal à 30 fois ou 40 fois les bénéfices, jamais de la vie. C'est une belle entreprise, mais pas à n'importe quel prix. Donc, L'Oréal, on regarde les rapports ici. Donc, quand je prends les rapports financiers ou bien semestriels, trimestriels, annuels, je recherche cette information. Je vais répondre aux questions suivantes. Que s'est-il passé au cours du semestre? Pourquoi est-ce que cela s'est passé? D'accord. La raison pour laquelle on a une croissance de 15% par exemple, ou 13% ou 20%, ou pourquoi est-ce que les marges ont baissé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? D'accord. Et quel est l'état du bilan actuel? OK? Donc, l'état du bilan actuel et répond à la dernière question qui est généralement à quoi s'attend à court terme, donc les prévisions. Donc, quand vous voyez par exemple ce genre de document, si le format ou le management vous donne l'information ici, il peut vous donner l'information sur ce qui s'est passé en général, et à quoi s'attend à court terme. Donc, on voit ici, donc performance exceptionnelle de 13% en comparable, plus 20% en publié. Donc 18,36 milliards d'euros, 13% de croissance en données comparables, croissance à 2 chiffres des divisions sélectives, accélération sensible des produits grand public, de progression à 2 chiffres dans toutes les zones, très forte croissance dans les pays émergents, marge d'exploitation à 20%, donc 20,4% en augmentation de 70 points de base. 70 points de base, c'est 0,7%. D'accord? Donc, forte progression du bénéfice net par action. Donc, on met ici petit 2, 30,8% ici, à 6,05 €. Attention, quand vous voyez un petit 2 ou un astérix, c'est très important d'aller regarder les notes de bas de page. Parce qu'ici, on cache beaucoup de choses. Donc, il dit ici bénéfice net dilué par action hors éléments non récurrents. Part du groupe, donc hors éléments non récurrents part du groupe. Donc c'est-à-dire que les éléments, c'est quoi les éléments non récurrents? Vous allez peut-être voir ici que cette compagnie-ci détient des actions de Sanofi. Donc Sanofi lui paie un dividende trimestriel ou bien semestriel. Soit à la fin de la journée, ça peut impacter positivement la valeur de la compagnie. Or, il faut faire attention. Le dividende ici, ce n'est pas un élément récurrent.
d'accord, dans le sens où ce n'est pas une obligation de l'entreprise de le verser, et également on pourrait vendre nos actions et ce dividende-là va diminuer. Donc c'est quelque chose qu'il faut généralement ajuster. Donc quand on va même prendre la valorisation de cette compagnie-ci, ça sera déjà assez gentil. D'accord? Parce que ça prend en considération ce fameux dividende-là. Donc attention. Donc évidemment, si vous avez un dividende assez constant comme ça, si vous décidez de vous séparer de vos actions, vous aurez une plus-value ici, ce qui vous permet de rembourser la dette, etc. Donc c'est pour ça que vous allez voir que au dernier, notre valorisation va peut-être pas prendre la dette. OK? Donc, il dit ceci. Après 2 années de pandémie, les consommateurs sont heureux de retrouver une vie sociale plus intense et veulent se faire plaisir avec des produits de beauté innovants et de qualité supérieure, ce qui stimule le marché de la beauté. Ok, c'est bien, une bonne information. Donc, tout ce qui veut dire, c'est que voilà, les gens veulent consommer nos produits, d'accord? Donc, ils sont prêts à payer cher pour des produits de qualité, ok? L'Oréal progresse 2 fois plus vite que le marché et renforce ainsi sa position numéro 1 mondiale. C'est bien. Notre performance est déjà, quand on parle numéro 1 mondial, qui sont les suivants? Qui sont ses concurrents? C'est important de voir ce que L'Oréal dit, mais également, qui sont les concurrents de L'Oréal? Qu'est-ce qu'ils disent également? D'accord? Comme ça, vous comparez les deux. Parce que si L'Oréal vous dit que la croissance, on a eu une croissance élevée parce qu'on a augmenté les prix et que les volumes sont élevés, tant mieux. Et que le concurrent vous dit que non, on a eu une croissance élevée sans doute parce que les volumes sont élevés, mais que le prix est resté stable. Donc, ça vous donne déjà une autre information. Donc, il faut faire attention. Et on s'entend que L'Oréal et l'autre compagnie, c'est pas la même chose. Donc, L'Oréal peut se permettre certaines choses ou bien l'autre compagnie peut se permettre certaines choses. Donc, il faut généralement comparer, voir à peu près dans quel secteur on évolue. Notre performance est de plus en plus équilibrée en croissance, volume et valeur. Ça, j'aime ça. J'aime croissance équilibrée en volume et valeur. OK? Donc, ça dit que le prix augmente, mais les volumes suivent. D'accord? Je ne veux pas les prix qui augmentent et que des volumes baissent ou diminuent. Ce n'est pas durable. OK? On aime quand le prix augmente et que les volumes suivent également. Donc, on continue. Équilibré entre croissance des ventes en magasin avec la réouverture des points de vente dans la plupart des pays et croissance du e-commerce qui poursuit, on a mis ici petit 3, donc n'hésitez pas à aller regarder petit 3, qui poursuit sa progression à 2 chiffres. Donc, on a ici Omnichannel. Donc, c'est dans ça qu'on s'en va dans les magasins au détail aujourd'hui. Donc, Omnichannel, c'est très, très bien ici. Donc, aussi bien en ligne que dans les magasins physiques. Donc, équilibré par zone géographique, toutes les croissances à 2 chiffres, par zone géographique ici. Donc, dans la plupart des pays, donc donnez-moi juste un instant, point de vente, réouverture des points de vente ici, parfait. Donc, équilibré par zone géographique, tout en croissance à 2 chiffres, avec une forte progression dans les pays émergents, donc SAP, MENA, machin, ça doit être Amérique latine. On met ici petit 4, ça veut dire quoi? Petit 4, ça veut dire South Asia, Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa, Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. C'est ce qui donne le SAPMENA-SSA. Voilà. C'est juste pour dire que c'est dans cette zone-ci. Ok, ça fait partie de toutes les ventes venant de SAPMENA viennent de l'Asie du Sud, du Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Donc, surtout vérifier ces zones-là, parce que ce sont des pays émergents. Donc, sans doute, il y a également énormément de population dans ces zones-là. D'accord? Donc, sans doute, si les volumes augmentent là-bas et que les prix augmentent également, ça peut augurer, ça peut vous donner une idée générale de ce à quoi pourrait ressembler le futur. OK? Donc, en général, on va se dire qu'on a encore assez de croissance dans ces zones-là. Donc, ici, on continue. Donnez-moi juste un instant. Ici, SAPMENA. Donc, la Chine continentale réalise une performance spectaculaire dans le contexte très difficile grâce à notre expertise en e-commerce. Donc, la Chine, il y a beaucoup de confinements, etc. Donc, le e-commerce fonctionne très bien. Équilibré par division avec une croissance à 2 chiffres dans nos 3 divisions sélectives et une accélération sensible de la division des produits grand public des produits grand public au 2e trimestre. Enfin, toutes nos grandes catégories sont en croissance à 2 chiffres. Donc, tout va bien. Aussi bien au niveau géographique, aussi bien au niveau des divisions, d'accord? On aime ça, ok? Donc, nous avons démontré notre capacité à valoriser notre portefeuille par l'innovation et à contrôler nos coûts. Ceci nous a permis d'absorber l'impact de la hausse des prix des matières premières, pricing power, d'atténuer les tensions dans la chaîne logistique et de continuer d'investir efficacement dans nos marques. Donc, c'est-à-dire que l'impact actuel du coût des matières premières et les tensions au niveau de la chaîne logistique fait à ce que l'entreprise, voilà, ça n'empêche pas l'entreprise d'augmenter ses prix tout en ayant des volumes encore plus élevés, ok? Donc, notre rentabilité s'est encore améliorée, contribuant ainsi à créer de la valeur durable pour le long terme. Oui, on pense à long terme, comme tout le monde, bien sûr. Donc, conscient des incertitudes et de l'instabilité actuelle, nous sommes convaincus que notre modèle unique et équilibré, notre formidable capacité d'innovation, notre solide portefeuille de marque, la passion et l'agilité de nos équipes ainsi que notre solidité financière sont autant d'atouts
pour poursuivre notre stratégie de croissance rentable et durable. Donc, ils vous disent que même avec les incertitudes actuelles, on a de grandes chances de continuer avec croissance. Ça, c'est ce qu'ils disent également. Maintenant, il faut voir quelle est la taille du marché, qui sont les compétiteurs, où est-ce qu'on aura les relais de croissance futurs. OK? Donc, c'est une idée générale. Nous restons optimistes quant aux perspectives du marché mondial de la beauté et confiants dans notre capacité à surperformer le marché pour réaliser en 2022 une nouvelle année de croissance au chiffre d'affaires et des résultats. Donc, croissance des chiffres d'affaires et des résultats. Donc, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. OK, donc tout est bon. D'accord. Donc, par ailleurs, le Conseil a décidé, dans le cadre de l'autorisation de voter par Assemblée générale le 21 avril 2022, de procéder au cours du deuxième semestre 2022 à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximum de 500 millions d'euros et un nombre maximal d'actions à acquérir de 2 millions. Donc, les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées. OK. Moi, ce qui me dérange, le rachat d'actions, c'est bien, hein. Mais je préfère le rachat d'actions quand le prix est quand l'entreprise est sous-évaluée, pas le rachat d'actions à tout prix. Et on va voir ici que je ne pense pas que le rachat d'actions soit adéquat pour cette compagnie-ci. Mais dans tous les cas de figure, on va le voir ici, d'accord? Alors, on continue. Alors ici, voilà, vous avez les informations générales ici par rapport au chiffre d'affaires dans les zones géographiques. Vous voyez que toutes les zones géographiques sont en croissance. Également, toutes les divisions sont en croissance. Vous pouvez aller voir ça ici. Après, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le bilan. D'accord? Quel est l'état du bilan actuel? Au niveau de la dette nette, on se retrouve à combien? Par exemple, ici, on vous dit qu'au niveau de la dette nette, on est aux alentours de combien? Donc, au niveau de la dette nette. Donc, c'est une information que je recherche. Résultat d'exploitation s'établit, 70 points. Alors, est-ce qu'on a la dette nette ici? Je cherche le niveau de la dette nette. Donc, je vais une dette nette aux alentours. Je pense que la dette nette est aux alentours plutôt de, 5 milliards ici. D'accord? C'est ce qui m'intéresse. Donc, on va chercher l'information par rapport à la dette nette parce qu'on en a besoin. Donc, ici, on va faire ça. Dette. OK. On cherche l'information. Dette, location. On enlève. Donc, dette nette de 5 milliards. OK? Donc, la dette nette de 5 milliards. Donc, on a les informations concernant la dette. Vous savez que quand on fait la recherche ici, on cherche le revenu, la croissance des revenus, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER moyen, la dette nette et la qualité du dividende. Donc, on a déjà mis 5 milliards ici pour la dette nette. Maintenant, on va aller regarder le revenu, OK? Le revenu, on prend en considération le revenu attendu sur cette année-ci, d'accord? Donc, on va essayer de voir ce que pensent les analystes ici. Alors, les analystes ici, donc, on prend notre entreprise, donc, les analystes s'attendent à peu près à avoir, pas d'ici, en cette année présentement, en date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, on est à 35 milliards. D'accord? 35 milliards, point 46, 35,46, d'accord? Donc ici, les analystes s'attendent à peu près à avoir aux alentours d'ici les next 12 months, d'ici l'année prochaine, d'accord? Donc, on va le faire ici en N+1, à peu près aux alentours de 39 milliards par là, ok? Nous pouvons également voir que, est-ce que c'est possible que ce soit le cas? Nous allons juste voir ici le taux de croissance ici de l'entreprise, donc on prend ça, on ferme, donc je vais mettre ici en termes de croissance, year over year growth, donc on va mettre ici en termes de moyenne, on a une croissance de 4,57%. Sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, 4,97%, sur les 5 dernières années, 6%, 3 dernières années, 6,93%. Donc, on est à peu près à 5% en moyenne, OK? Donc, on va mettre ici croissance 5%. Donc, ça veut dire que si nous avons des revenus sur les 12 derniers mois actuellement d'à peu près aux alentours de 35 milliards par là, c'est tout à fait possible. Donc, on prend ici à peu près 35 milliards. Donc, on fait ici 35 points, donnez-moi juste un instant, 35,46 multiplié par 1,05, ça donne ici à peu près à la même période, l'année prochaine, on sera à 37 milliards par là. Et l'année sur prochaine, à peu près 39 milliards par là. Mais attention, on a pris 5%. Vous allez vérifier ici que la croissance est plus élevée sur les derniers mois ici. Donc, on a peut-être une croissance aux alentours de combien? Donc, on repart ici, voir, year over year growth. On met en moyenne ici. Donc, on voit ici par rapport à l'année précédente, on a 17% de croissance. Par rapport aux 3 dernières années ici, on est à peu près en moyenne. Sur les 3 dernières années, on est à peu près à 6,93%. Donc, par rapport aux 12 derniers mois, par rapport à l'année précédente, on est à 17% de croissance. Attention, donc la croissance est assez élevée ici. Donc, on peut s'attendre à 39 milliards. Donc, oui, la croissance est là, mais je vais prendre déjà 39 milliards ici comme quelque chose qu'on pourrait avoir. OK? Donc, c'est déjà en N+1. 39 milliards. OK. On va le mettre comme ça. Maintenant, les free cash flow. Donc, je vais comparer ici les free cash flow et les net income. OK? Donc, net income ici, last 12 months. Et on va mettre les free cash flow ici afin de pouvoir voir si les free cash flow et les net income vont dans le même sens. OK? Donc, on les met sur le même graphique ici. Voilà, on fait ça.
Et on remarque ici que les free cash flow, les free cash flow, c'est en orange, les net income, c'est en vert. Donc, vous voyez qu'ils ont tendance à se ressembler ici. OK, donc on va prendre les net income ici. D'accord? Alors, net income ici, en termes de marge, ça donne combien? En termes de marge ici de net income, je prends les net income. Alors, où est-ce qu'on a les marges ici? Donc, normalize, non pas le normalize. Je veux prendre le net income margin. On prend ça. On le met ici en pourcentage. Donc, on le met en pourcentage. Je mets ici sur les... Je prends la médiane. Enfin, je peux prendre la moyenne ici de toutes les façons. Donc, je vais prendre la médiane et la moyenne. Voilà. Donc, vous voyez ici que sur les 10 dernières années, on a à peu près 14% en termes de moyenne sur les marges ici. Donc, sur les 5 dernières années, nous sommes à peu près ici à 14% également sur les 5 dernières années. Sur les 3 dernières années, nous sommes à peu près également à 13,29% ici. Donc, voilà, on prend 14% pour être assez correct ici, ok? Donc, si on prend 14% ici, retenez une chose, actuellement, on a des marges assez élevées. Par exemple, on a des marges de 15,39%. Est-ce que c'est durable? Rappelle que c'est sur les 12 derniers mois. Est-ce que c'est durable? D'accord? Et ce n'est pas la première fois qu'on arrive à ces marges de 15% là. Donc, est-ce que c'est durable? Donc, en prenant 15% ici en termes en prenant 15% ici en termes de marge, sachez que je suis assez optimiste. D'accord? 15%, c'est possible. Elle a un pricing power. Elle peut le faire. OK? Maintenant, le nombre d'actions. Donc ici, on va regarder le nombre d'actions. On aimerait avoir un nombre d'actions qui diminue. OK? Donc, on a un nombre d'actions ici à 537,54. Donc, on a à peu près 738 millions ici. Donc, 538 millions d'actions. Le PER. Alors, maintenant, on cherche donc le PER ici. On prend le PER ici, Price to Earning. On met le Last 12 months ici. On prend sur une longue période de temps, on prend la médiane et la moyenne pour faire simple. Donc, je prends la médiane ici, je prends la moyenne. Ça nous donne combien ici? L'entreprise ici, sur les 20 dernières années, s'échange en moyenne à 26, entre 27 et 28 fois les bénéfices. D'accord? Sur les 10 dernières années, c'est à peu près entre 31 et 34 fois les bénéfices. Ça veut dire ceci. Quand vous entendez 25 fois les bénéfices, ça veut dire que si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en dividendes ou bien des bénéfices nets en dividendes, vous aurez 4% de rendement. Quand vous voyez 34%, ça veut dire que si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets ici aujourd'hui, en termes de dividendes, en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 2,94%. Pour une compagnie qui a une croissance à peu près aux alentours de 5% en moyenne, parce que la période actuelle peut être exceptionnelle également, attention, d'accord, mais elle a une croissance, d'accord. Donc, c'est pour une croissance en moyenne de 5%, admettons qu'on fait 5% de croissance sur les 5 prochaines années, d'accord, ça donne à peu près un rendement espéré de 3,76% au total, au prix actuel. C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez en termes de rendement. Le PER est un rendement. Donc, si j'achète cette compagnie ici sans croissance, chaque année, j'aurai un retour de 2,94%. Est-ce que ça vaut la peine de risquer mon argent pour 2,94%? Non, pas du tout. Moi, je risque mon argent pour 10% en moyenne, minimum. OK? Donc, même si vous prenez en considération la croissance ici, vous avez ce chiffre. Et même si vous pensez que la croissance, sauf si vous pensez que la croissance sera peut-être le double de ce qu'on a ici aujourd'hui, donc on aura 15% en moyenne sur les 5 prochaines années, ça veut dire qu'on aura à peu près un rendement de 6%. Même 6%, ce n'est pas exceptionnel. D'accord? C'est juste correct. OK? Or, on n'a aucune certitude. Il y a de grandes chances qu'on reste au moins à 5%. OK? Donc, ici, nous avons à peu près 34 fois les bénéfices. Ici, sur les 5 dernières années, à peu près 36 fois les bénéfices. Excusez-moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Pas plus que 25 fois les bénéfices. On va prendre ici 2 fois. On va prendre 25 fois les bénéfices et 30 fois les bénéfices. Pour faire simple. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ici? La dette nette est aux alentours de 5 milliards. Donc, techniquement, vous allez voir que je ne vais pas prendre de dette nette ici parce qu'elle a des investissements dans une compagnie comme Sanofi. Donc, si vous allez regarder ici dans les rapports financiers, alors la dette nette dans les rapports financement, je vais d'autofinancement, je recherche le bilan ici. Où est-ce que j'ai mon bilan? Je vais le bilan. Alors, voilà. Donc, le total des actifs ici, créances, auto-stock, impôts, trésorerie de 2 milliards, créances, clients, stock, OK. Actifs non courants, écart d'acquisition, droits, immobilisation financière non courant, titres, mise en équivalence, impôts, donnez-moi juste un instant, immobilisation corporelle, droit d'utilisation de contrat de location, autres immobilisation incorporelle, écart d'acquisition, donnez-moi juste un instant. Alors, ils ont des investissements. Comment est-ce que je vais trouver cette information-là? Donnez-moi juste un instant. Capital prime, capitaux propres. Ce n'est pas dans le passif que je vais trouver ça.
Alors, normalement, ça devrait être quelque part ici, dans cette zone-ci. Alors, donnez-moi juste un instant. TIC, mise en équivalence, actifs financiers non courants. Donc, il faut que j'aille regarder. Peut-être que ça va se situer dans les actifs financiers non courants. OK? Donc, il faut aller regarder peut-être à ces niveaux-là. Peut-être qu'ils détiennent des actions de Sanofi pour à peu près un montant de 11 milliards par là. Donc, en tout cas, il faut aller vérifier par là parce que Sanofi leur verse à peu près un dividende, si je compte bien, aux alentours de 700 millions par rapport à 2021 par là. Donc, ici, voilà, vous allez voir ici, dividende de Sanofi, 368 millions au 31 décembre, au 6 du mois de juin, au 30 du mois de juin 2021 et au 31 du mois de décembre 2021, on était à 378 millions, donc à peu près c'est 378 millions à cette période-là. Donc à peu près c'est ça qu'on verse à peu près comme dividende. Mais maintenant il faut voir, c'est bien de verser ce dividende-là, mais on possède quel est le pourcentage d'actions qu'on possède dans cette compagnie-là. On pourrait retrouver cela, mais à la fin de la journée, il faudrait aller voir, ça peut être aux alentours de 378 millions. Ok. Donc pour la dette nette ici, je veux dire que l'entreprise n'a pas de dette nette. D'accord. De toutes les façons, quand vous allez prendre ici vous allez voir ici on a 15% ici de marge. Si vous prenez ici 39 milliards, donc 39 multiplié par 0,15, vous avez à peu près une valorisation des free cash flow aux alentours de 5 milliards 850. Donc, on peut payer la dette nette avec juste les free cash flow. D'accord? 5 milliards 850 ici multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord? Divisé par le nombre d'actions, 538 millions d'actions, donc 0,538. Ça donne combien? 272 € l'action. Donc, à 25 fois les bénéfices, X 25 égale 272. 272. OK? À 30 fois les bénéfices, qu'est-ce qu'on fait? Divisé par 25 fois 30. On arrive à combien? 326 € l'action. Donc, X 30 égale 326. OK? Donc, maintenant, voilà. Si on prend en considération la croissance bêtement, hein, en ayant déjà pris en considération la croissance de l'année prochaine, donc il nous reste, disons, 4 ans, parce qu'on fait une estimation sur 5 ans ici. C'est déjà assez prétentieux de faire cette estimation sur au-delà de 3 ans. D'accord? C'est pour ça que je dis toujours, acheter les compagnies qui ont de la croissance sans prendre en considération le prix de la croissance. C'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, si l'entreprise se négocie à 272 $ l'action, 272 € l'action, je sais que ça ne prend pas en considération la croissance. Donc, si on prend en considération la croissance ici, donc disons 272 ici, disons une croissance de 5% en moyenne sur les 4 prochaines années, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Bêtement, je l'ai fait comme ça, je ne l'ai pas actualisé ni quoi que ce soit. Donc, c'est juste pour avoir une idée générale. On pourrait être aux alentours de 347 € l'action. Si on prend plutôt à 26 fois les bénéfices ici, donc à 30 fois les bénéfices ici, on aura combien? 1,05. Ça donne ici 1, 2, 3, 4. Ça donne à peu près 396 € l'action. Dans tous les cas de figure, soit tout va dépendre à peu près de où est-ce que vous allez vous situer. Personnellement, je ne paierai pas 30 fois les bénéfices pour cette compagnie. Surtout pas dans un environnement inflationniste, même si vous avez un pricing power. Je pense que 25 fois les bénéfices, c'est déjà assez exagéré. Donc, on va se dire qu'au pire, au prix actuel, on serait correctement évalué si on prend en considération l'hypothétique croissance de 5% qu'on pourrait avoir sur les 4 prochaines années. Au prix actuel, on est correctement évalué. Je dis bien au pire. D'accord? Sinon, parce que si on prend en considération la croissance, on sera aux alentours de 330 par là. OK? Donc, sinon, je dis bien sinon, idéalement, il faudrait racheter l'entreprise aux alentours des... Voilà, vous savez que je garde toujours une marge de sécurité d'au moins 50%. Donc moi, personnellement, mon prix sera aux alentours... Mon prix d'acquisition sera aux alentours des... Voilà, si on divise ça par 2, hein, on sera aux alentours des 165 $ l'action. Idéalement. Mais vu que ça reste une belle compagnie, qui a de l'avenir. Donc, vous pouvez également demander une marge de sécurité de 40% uniquement, auquel cas, on sera à peu près à un prix aux alentours de 198 € l'action, donc 200 € l'action. OK? Donc, ça reste une très belle entreprise, mais pas à n'importe quel prix. D'accord? Parce que je pense qu'il y a de meilleures alternatives sur le marché par rapport à L'Oréal. Vous voulez me faire payer 30 fois les bénéfices pour une compagnie qui a une croissance de 5%, alors que j'ai du Google au prix actuel. Google, on me vend Alphabet au prix actuel à combien? On me vend Alphabet au prix actuel qui a une croissance d'au moins 15% en moyenne sur les années précédentes. Donc, je prends juste ça ici, juste pour vous montrer le niveau de croissance de cette compagnie-ci. Donc, prenez ça, on valide ça ici, on le met ici en moyenne, d'accord? Donc, je prends ça et je le mets ici sur la moyenne. On prend sur les 20 dernières années, 21% de croissance, 10 dernières années, on a à peu près 21% de croissance. 5 dernières années, 23% de croissance. 3 dernières années, on est à peu près à 24% de croissance par rapport à l'année précédente. On est à peu près à 41% de croissance.
Vous voulez vraiment que j'achète cette compagnie-là à ce prix, alors que j'ai une compagnie qui a à peu près une moyenne de croissance aux alentours de 20% sur les 5 dernières années, qu'on me vend aujourd'hui à 20 fois les bénéfices, enfin 20 fois les forward PE. Donc 20 fois les forward PE, 20 fois les bénéfices ici. Donc disons ici, on va prendre le PER actuel, hein, donc pour faire simple. Alors, ce n'est pas une vidéo sur Google, c'est juste pour vous montrer qu'il y a de meilleures alternatives sur le marché. Ce n'est pas parce que je m'appelle L'Oréal qu'il faut absolument m'acheter au prix actuel. Donc, on se négocie ici à 20 fois les bénéfices. Ok? Si c'est 20 fois les bénéfices ici, ça veut dire que si j'ai uniquement une croissance de 15% sur les 5 prochaines années, en réalité, j'aurais acheté cette compagnie ici à 10 fois les bénéfices. Parce que mes bénéfices nets ici vont avoir tendance à croître. Donc, si j'achète une compagnie ici aujourd'hui que j'achète à $20, qui me verse un bénéfice de $1 par action, si elle double en termes sur les 5 prochaines années, donc 15% de croissance en moyenne, ça veut dire que par rapport à mon prix d'acquisition, je l'ai acheté à $20, je vais me retrouver avec $2 par action dans 5 ans. D'accord? C'est-à-dire que réellement, mon P, ici, se négocie toujours à 20 fois les bénéfices. Ça veut dire que quand on sera à $2 l'action, je serai déjà à $40 par action avec le multiple de 20, c'est-à-dire que je l'ai acheté en réalité à 10 fois les bénéfices. OK? Donc, on me vend ce genre de compagnie ici. Et vous voulez que j'achète du L'Oréal à 30 fois les bénéfices avec une croissance de 5%? Oui, je sais que la croissance est exagérée cette période-ci, mais ça peut être également exceptionnel. Donc l'année prochaine, on pourra avoir de la croissance, mais peut-être une croissance moins élevée que ça. Ça reste une belle entreprise, mais pas acheter à n'importe quel prix. Idéalement, 200 €, ça sera mon prix d'achat ici. D'accord? La valeur de l'entreprise ici, on va se dire aux alentours de... Voilà, si on est assez gentil, on pourrait se dire que 326 €, ça prend en considération la croissance de 5%. Et sinon... 272 €, ça pourrait déjà être assez correct. Donc, on va se limiter là, on va faire simple, on va se dire que la valorisation de cette compagnie-ci va se retrouver, si je prends en considération la croissance de 5% ici, bêtement, on sera aux alentours de 330 €, donc la compagnie est correctement évaluée pour L'Oréal au prix actuel. D'accord? Ce n'est que mon avis. OK? Et non un conseil d'investissement. Donc, on reste à peu près à la même valorisation que la période précédente, on avait 10 € de différence. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. L'Oréal n'est pas une opportunité d'investissement au prix actuel, malgré que ce soit une entreprise extraordinaire. Le dividende de 1,4%, il est safe. Parce que comme je vous l'ai mentionné ici, si L'Oréal vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en termes de dividendes, donc prenons même les free cash flow estimés ici, donc nous aurons un rendement de combien? À peu près... Alors, on aura un rendement à peu près de 3,17%. Actuellement, on verse 1,40% ici. Donc, c'est à peu près, le payout ratio ici est peut-être inférieur à 50%. Donc, l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, même si elle vous reverse la totalité des free cash flow, en termes de dividende, vous n'aurez pas plus que 3%. Ce qui est bof. D'accord? Parce que nous, on cherche à peu près un minimum de 10%. 8-10% par là. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Par exemple, Google, c'est 5% de rendement si vous versez le dividende en dette d'aujourd'hui, donc la totalité des bénéfices. Donc, il y a de meilleures alternatives sur le marché. On n'achète pas tout à n'importe quel prix. Même si on s'appelle L'Oréal, même si on s'appelle LVMH, même si on s'appelle Air Liquide, il y a un certain prix qu'on pourrait payer. Pour ceux qui aiment faire du DCA, faites du DCA à un prix qui vaut la peine. Ce prix-ci, est-ce que ça vaut la peine de faire du DCA? Point d'interrogation. Moi, je ne pense pas. OK? Je pense que vous avez de meilleures alternatives sur le marché. Par exemple, vous avez du LVMH disponible ici aujourd'hui. Vous avez du Kering disponible ici aujourd'hui. Vous avez par exemple des Vinci. Il y a de meilleures opportunités pour ceux qui recherchent les entreprises à dividendes dans le PEA. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.